Bonsoir à tous, bienvenue dans LFNA TV comme tous les lundis soirs à 19h. L'actualité du football néo-aquitain, qu'il soit professionnel ou amateur, qu'il soit masculin ou féminin, vous êtes au bon endroit. On va encore se régaler avec tous les résultats, les classements, nos invités, nos reportages. LFNA TV numéro 68, c'est parti. Et galanterie oblige, on débute avec le football féminin, la journée de D1 Arkema, c'était la 11e journée ce week-end et le week-end a été très compliqué pour les deux clubs de Nouvelle-Aquitaine avec la défaite, vous le voyez, des Girondins de Bordeaux sur la pelouse de Fleury, 2-0, Bordeaux désormais 7e du classement et puis de son côté, l'ASJ Soyaux jouait l'un des clubs les plus forts de cette saison de D1 Arkema, le Paris FC, et ça s'est vu au tableau d'affichage, défaite sévère 6-0, 6 buts marqués par les Parisiennes entre la 39e minute de jeu et la 90e. Au classement, la SJ Soyaux, vous le voyez, 11e. La prochaine journée de D1 Arkema aura lieu le week-end du 14 janvier. C'est la trêve qui débute, donc ça va faire du bien pour les têtes, notamment pour la SJ Soyaux. On souhaite de bonnes fêtes de fin d'année aux filles de Bordeaux et de Soyaux, mais également aux supporters des deux clubs. On ouvre maintenant la page consacrée au championnat de National 2 avec la 13e journée qui se jouait ce week-end. Je vous donne les résultats des clubs de Nouvelle-Aquitaine avec la victoire à l'extérieur d'Angoulême-Charente sur le terrain de Bourges, victoire 1-0. Victoire également 3-1 de Bergerac-Périgord sur le terrain de la réserve de Lorient, un but partout dans le derby néo-aquitain entre Trélissac et le Stade Bordelais. 2-0 pour le Gol FC, le leader qui confirme sa bonne santé. Puis la réserve du SCO Angers est allée gagner à Romorantin 1-0. Un match reporté, celui qui oppose Chamalières au FC Vierzon. Je vous le disais, Bergerac-Périgord a gagné 3-1 sur le terrain de la réserve de Lorient. Une très belle opération pour les hommes de Dordogne, un match qui s'est joué en 5 minutes au quart d'heure de jeu avec 3 buts de Bergerac-Périgord entre la 14e et la 19e minute. Et pour parler de ces minutes de folie et de la victoire de Bergerac-Périgord, on accueille tout de suite dans la FNA TV notre premier invité. C'est Erwan Lanuzel, l'entraîneur du club de la Dordogne qui nous rejoint. Bonsoir Erwan. Bonsoir. Erwan, je le disais à l'instant, victoire 3-1 face à la réserve de Lorient. Match qui s'est joué quasiment en 5 minutes. 5 minutes de folie au quart d'heure de jeu avec 3 buts marqués par votre équipe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un coup d'éclair sur la pelouse, Erwan? Non, non, mais globalement, c'est une première mi-temps qui a plutôt été bien maîtrisée de notre part, où on arrive à être efficace sur trois actions quasiment coup sur coup. Donc voilà, on est satisfait d'avoir pris le large sur cette mi-temps avant de concéder un penalty qui, à mon sens, était largement évitable. Donc voilà, on est très heureux d'avoir pu scorer à l'extérieur avoir pu remporter les 3 points aussi. Une seule défaite, hein, on le rappelle, cette saison, c'était déjà eu dans l'émission Erwan. Depuis, vous avez continué ce parcours très intéressant. Comment vous avez fait pour vraiment mettre de côté et digérer cette défaite un peu cruelle au tir au but contre Niort en Coupe de France? Parce que depuis, on pouvait attendre un contre-coup et il n'y a pas eu de contre-coup. On s'est appuyé sur le contenu du match contre les Chamois, qui a été globalement positif, où on a été très entreprenant pendant 90 minutes. Donc on s'est appuyé sur le contenu, on a décidé et essayé de le bonifier, ce contenu-là. Donc voilà, et puis notre histoire commune fait que qu'on sait très bien que la Coupe de France s'arrête à un moment donné, même si on y vit des matchs à émotion. Les Chamois étaient un match à émotion, celui-là aussi. Donc voilà, on avait cette histoire commune qui nous a permis de très très vite de rebasculer vers le championnat qui est important cette année avec cette nouvelle réforme. Pour l'instant, Erwan, vous êtes sur le podium, troisième place, on le rappelle. 6 matchs nuls au compteur, est-ce que c'est ça pour vous, coach, le petit regret, c'est de ne pas avoir converti certains de ces scores de parité en victoire? Oui, oui, il y a certains matchs où on est déçu sur l'aspect comptable avec 2 matchs pour moi qui sont significatifs, qui sont Romorantin et Saumur, où on a quand même une emprise sur le match et dans le contenu, on doit être capable de faire plus sur ces 2 matchs nuls-là. Après, globalement, les autres matchs nuls étaient plutôt logiques. Donc voilà,
On aime plutôt voir une série dans sa globalité. Aujourd'hui, on aime voir que on est invaincu depuis la première journée et on a envie de transformer ces bons résultats à l'extérieur par aussi une victoire à domicile. Donc voilà, on essaye d'être performant sur chaque match. Et on pourra faire le bilan évidemment après le match face à Moulin-Iser parce qu'il est important celui-là, Erwan, c'est le dernier de l'année 2022. Il est à domicile, il y a un dernier coup de collier à mettre pour vraiment faire une première partie de saison positive. Exactement, exactement. L'objectif, ça sera de terminer cette année 2022 de manière très très positive, de prolonger la série qui est en place et être ambitieux sur ce match-là pour clôturer, pour pouvoir partir en vacances avec le sourire. Voilà, l'objectif sera de partir en vacances avec le sourire et pouvoir attaquer 2023 avec beaucoup d'humilité et d'ambition pour pouvoir continuer à avancer et prendre du plaisir sur notre saison. Vous restez toujours aussi ambitieux pour 2023 au vu du classement actuel et de la série en cours. Oui, oui, bah, ambitieux, on l'est, mais on est rempli aussi d'humilité parce que on a vu pendant la Coupe du Monde que c'est pas forcément les équipes qui ont le plus gros joueurs ou les plus grands noms qui gagnent absolument les matchs. Donc voilà, nous on veut prendre par étapes. Notre premier objectif est de laisser cette 11e place très loin derrière nous et après de pouvoir éventuellement au mois d'avril se donner la possibilité de jouer quelque chose. Mais on y va par étapes, on travaille très sereinement et on construit notre saison sur la durée. C'est ça l'objectif. Vous parliez à l'instant, Erwan, de la Coupe du Monde. Alors, vous êtes en rouge, là, c'est interdit mercredi d'être en rouge, mais vous allez avoir le temps de regarder ce France-Maroc. Oui, 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 on va le regarder avec plaisir. C'est vrai que c'est une compétition qui est magnifique. Alors, elle est des fois un peu loin de notre réalité à nous. Et honnêtement, je préfère observer un match de National 2 ou de National 1, mais, parce que c'est pas vraiment notre réalité. Mais pour le coup, ce match-là, je vais le regarder comme un spectateur et ça sera très bien. Ça sera très bien pour la France entière. Et jamais vous ne regardez comme un coach, parce qu'on sait qu'il y a des enseignements quand même à tirer lors de chaque édition. Là, on voit le travail extraordinaire de Walid Regragui, par exemple, Didier Deschamps sur la continuité de ce qu'il propose. Il y a des petites choses tactiques dont vous vous inspirez par la suite. Oui, bien sûr, il y a des idées à apprendre partout, hein, que ça soit aussi bien en Coupe du Monde qu'en R1, en R2 ou des fois en première division de district aussi. Il y a toujours des bonnes idées à prendre dans d'autres sports aussi. Donc forcément, on le regarde avec un œil de coach, mais honnêtement, ce genre de match, voilà, on aime bien le regarder comme un spectateur et essayer de débrancher le cerveau et de le regarder vraiment comme un spectateur et prendre ce moment comme un moment de plaisir. Dans un instant, on va évoquer deux joueurs formés en Nouvelle-Aquitaine. Erwan avec notre reporter Florian Sabatier, Jules Koundé et Aurélien Tchouameni. Vous les trouvez comment, nos néo-aquitains là, qui nous représentent au Qatar? Et il y a le coach aussi qui est du Ah, Pays Basque. évidemment. Donc non, 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 oui, oui, bah, c'est très bien. C'est très bien pour le bassin néo-aquitaine d'avoir des garçons qui sont un peu les vitrines du département de la Gironde des clubs du club des Girondins de Bordeaux et encore plus de la Nouvelle-Aquitaine parce qu'ils sont formés sur le territoire. Et je trouve que c'est très bien, ça donne une belle image et en plus ils sont performants. Donc voilà, ils sont jeunes et performants, donc j'imagine que l'avenir sera forcément bon pour eux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, puisqu'on est dans la traditionnelle période où l'on effectue les souhaits, Erwan? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et au club pour 2023? Bah, continuer à prendre du plaisir à travailler tous ensemble, continuer à progresser et continuer à aller chercher des matchs avec des émotions, voilà, des émotions positives si c'est possible, et puis mais continuer à prendre du plaisir à travailler au quotidien, ça sera déjà une très très bonne nouvelle pour tout le monde. Et on vous remercie en tout cas en cette année 2022 d'être intervenu à plusieurs reprises dans LFNA TV. C'est toujours un plaisir. Merci, Erwan. Merci à vous et plaisir partagé. Bonne continuation et bonne fête de fin d'année à tout le monde.
C'était Erwan Lanuzel, l'entraîneur du FC Bergerac Périgord, vainqueur donc de la réserve de Lorient ce week-end et qui est en train de réaliser une très belle opération sur le plan comptable. Voici les conséquences justement de cette 13e journée de National 2 au classement du groupe D. Le Gol FC toujours en tête, 23 points pour cette équipe, 2 points devant les Herbiers. Troisième Bergerac Périgord qui fait son apparition sur le podium. Quatrième, Olympique Saumur FC. Cinquième, Andrézieux Boutéon. Sixième, le Stade Bordelais. Septième, Angoulême-Charente avec le même nombre de points d'ailleurs que l'équipe bordelaise. Chamalières ensuite est 14e à égalité avec Trélissac qui est 15e. Et puis la lanterne rouge, c'est toujours le FC Vierzon avec notamment une différence de but de -6 et seulement 9 points au compteur. Le calendrier de cette formule de National 2, un calendrier un petit peu particulier avec Bergerac-Périgord qui jouera le 16 décembre prochain face à Moulins-Isère. Match, on l'a dit avec Erwan Lanuzel, notre invité, match très important. Angoulême-Charente va accueillir Romorantin et puis le FC Trélissac va se déplacer sur la pelouse de la réserve du SCO Angers. Le National 3 maintenant dans LFNA TV avec la 11e journée qui se jouait ce week-end. Voici en tableau tous les résultats de samedi et dimanche. Ça commence avec la victoire de Buzyn de Châtellerault face au Stade Montois. Le FC Libourne a gagné également à domicile face au Océaneville. Beaucoup de victoires à domicile puisque les Genêts d'Anglet ont battu la réserve des Chamois niortais 1-0. Victoire de Buzyn de l'US Lège Cap Ferré face à l'Entente sportive guérétoise. Victoire 1-0 de Chauvigny qui continue sa bonne série face à la réserve des Girondins de Bordeaux. 3-1 pour Pau face à l'Aviron Bayonnais. Puis le seul match où il n'y a pas eu de victoire à domicile, c'est Porte-Entre-deux-Mers qui a arraché le nul face au Stade Montois. Score final, un but partout. Châtellerault, je vous le disais, a donc battu la lanterne rouge de ce championnat, le Stade Montois 2-1 avec un doublé d'Amin Ramdan. Et pour parler de cette victoire, on accueille tout de suite dans cette émission l'entraîneur du club de la Vienne, c'est Abdes Tahir qui est avec nous. Bonsoir Abdes. Bonsoir. Abdes, jamais évident de battre le Stade Montois. On sait que c'est un championnat déjà qui est compliqué de base, mais en plus on a face à soi une équipe qui lutte pour ne pas descendre. On est à domicile, donc on a forcément un petit peu le statut de favori. Je suppose que peu importe la manière, l'important c'était les 3 points. Oui, bien sûr, bien sûr. On était conscient qu'on n'allait pas tomber sur un Stade Montois qui occupe une dernière place dans une logique de performance. C'est plutôt un Stade Montois qui a des arguments, un Stade Montois qui venait avec des intentions. Et sur un match à domicile, il est toujours très important déjà de soigner l'entame de match et de prendre en considération un adversaire de qualité, le respecter jusqu'au bout, s'attendre évidemment à ce qu'il puisse faire valoir toutes ces cartes. Donc forcément, on s'attendait à un match difficile. Ça l'a été, mais voilà, effectivement, c'était les 3 points, l'objectif principal. Avec un gros début de match de votre part. Je ne sais pas si c'était les consignes, vous allez nous le dire, coach, mais un doublé d'Amin Ramdan qui a permis rapidement de prendre l'avantage dans cette rencontre. On voit beaucoup d'ailleurs, tout championnat confondu, National 2, National 3, les matchs de Régional 1, on voit beaucoup en cette fin d'année de buts tôt dans le match. C'est un hasard ou c'est le fait de vouloir bien finir la saison et de vouloir mettre beaucoup d'impact d'entrée? Bah, je dirais qu'il y a déjà évidemment des consignes de match en amont qui nous amènent à soigner l'entame de match, à tout de suite mettre en place les consignes. Donc forcément, il y a une intensité, il y a une vitesse de jeu, il y a aussi la motivation des joueurs qui implique dans différentes situations, je dirais, un acharnement. Une motivation qui va être dans l'envie d'aller très vite au but et de marquer. Maintenant, c'est sûr que c'est une entame de match qui est voulue, qui ne dépendra pas forcément d'un adversaire. Il y a des intentions très fortes dès le départ. Mais le Stade Montois est également tenté, hein. C'est pas uniquement le SOC qui a eu cette intention-là. Le Stade Montois a voulu aussi
travailler dans ce premier quart d'heure, mais on a su imposer notre rythme, imposer notre patte tactique. Et c'est ce qui a fait, je dirais, la différence très tôt avec deux buts collectifs qui ont permis à Amin Ramdan de terminer le travail. Vous êtes sur une série intéressante avec 3 victoires, un nul sur les 4 derniers matchs de championnat. Il y a une montée en puissance dans votre groupe, coach, ou pas du tout? Oui, oui, alors je pense sincèrement que c'est une montée en puissance dans le sens où c'est le fruit du travail au quotidien, du travail qui a démarré maintenant depuis 5 6 mois. Donc forcément, on a une évolution, une progression dans notre jeu. On cherche à maintenir, voire à encore passer des paliers d'ici la fin de l'année et d'ici la fin de la saison, avec forcément des objectifs sportifs qui permettent à chaque joueur de trouver une place dans ce collectif et de prétendre à toujours passer un step de passage supérieur pour évidemment d'abord un objectif de maintien, puisqu'il y a quand même une réforme des championnats qui nous impose d'être le plus opérationnel possible. Et puis je dirais dans un second temps, une logique comptable qui nous amènera forcément à autre chose. Mais pour l'instant, on est vraiment focus sur le travail, l'humilité dans le travail, ce respect de l'adversaire et ce respect de tous les paramètres du jeu. C'est vraiment le projet sportif à la base. Justement, on va parler des objectifs, coach, parce qu'avec cette série dont on vient de parler, vous faites votre apparition dans le top 5. Vous avez un match en retard à jouer, la dernière rencontre de l'année 2022 contre la réserve de Pau. Ça peut vous permettre de faire un gros coup au classement. Il va être important ce match, je suppose. Bien sûr, totalement. C'est un match qui va nous permettre aussi de valider un temps de passage par rapport à cette série, par rapport à cette dynamique qu'on a démarré depuis un petit bout de temps. Valider aussi les intentions des garçons à l'entraînement qui sont voilà, dans un travail répété, intense. Voilà, c'est vraiment valider la globalité, j'allais dire, de la démarche performance avec toutes les contraintes que ça peut occuper dans l'esprit. Forcément, c'est un match important parce que c'est une réserve de pro et que c'est toujours intéressant d'avoir des belles affiches aussi à vivre. Voilà, c'est un ensemble, hein, vraiment, c'est un ensemble. Mais j'allais dire pour nos supporters, c'est aussi une grosse satisfaction de pouvoir euh, jouer ce type de classement avant la trêve, sachant qu'encore une fois, le championnat est long, c'est un marathon, c'est forcément un temps de passage qu'il faudra relativiser et qu'il faudra être capable de digérer aussi. On fait les bilans toujours à mi-parcours et en fin de saison, donc voilà, il s'agit vraiment aujourd'hui de valider des temps de passage. On le sait, on avait lu vos précédentes interviews, coach, que c'est aussi pas que l'équipe senior, hein, du côté de Châtellerault. Vous aviez signé aussi pour un projet global avec véritablement une identité de jeu à mettre en place et des objectifs à moyen terme. Vous êtes pour l'instant satisfait de ce qui se passe du côté du club de la Vienne. On a l'impression que les choses se mettent en place petit à petit. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment une démarche, je dirais, collégiale, structurelle, qui va permettre au SOC de regagner un petit peu plus, je dirais, ou de redorer, j'allais dire, son blason d'antan, avec, avec des certitudes sur l'identité de jeu, mais sur l'identité forte du club, tout simplement, des valeurs à maintenir dans toutes les lignes, une structuration, une professionnalisation qui va permettre au club de se garantir euh, le statut de responsable et certainement d'assumer les bonnes surprises. Voilà, c'est ça l'objectif, c'est d'être dans une structuration qui permettra à toute une structure de vivre de bonne manière les intentions dès le départ annoncées avec la volonté de maintenir un modèle de performance, la volonté d'optimiser un maximum toutes les lignes du club dans ses fonctionnalités. Donc voilà, c'est vraiment une démarche globale. Et dans ce projet global, il y a vraiment le projet performance au niveau de la structure N3, mais également sur, je dirais, la colonne vertébrale avec l'identité forte
qui est local, avec ses valeurs fortes qui sont totalement locales et qui vont permettre aussi à chacun de trouver une belle place. Dernière question avant de vous laisser tranquille. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a un France-Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde pour les Bleus à jouer cette semaine. C'est la question que l'on pose à tous les coachs que l'on reçoit dans cette émission. Est-ce que vous avez le temps déjà de regarder les matchs de la Coupe du Monde et est-ce qu'il y a des enseignements à tirer pour vous en tant que technicien de ce qui se passe lors de cette édition 2022? Ah, je suis admiratif déjà par rapport aux deux sélectionneurs pour le travail accompli, avec bien sûr une opposition de style diamétralement opposée parce que c'est d'abord dans l'identité de jeu forte de la France comme de la sélection marocaine qu'on peut le voir. Évidemment que quand on a la possibilité d'avoir des retours des matchs parce que malheureusement on n'a pas pu les suivre euh, voilà, convenablement pour une Coupe du Monde, c'est toujours un petit peu dommage. On aimerait avoir aussi cette émotion à vivre en direct, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, vraiment, on a la chance d'avoir une belle affiche. Voilà, c'est la loi du foot. Le beau football primera forcément, et le beau football, c'est celui qui va permettre aux deux nations de s'exprimer le mieux. Donc, pour moi, voilà, c'est une logique de performance, encore une fois, totalement accomplie, que ce soit pour la France ou pour le Maroc. Voilà, ce sont deux pays amis historiquement, mais amis également dans le quotidien parce que beaucoup de joueurs se connaissent. Nous-mêmes, nous avons voilà, des joueurs qui ont pu parcourir les sélections, que ce soit marocaines ou françaises. Donc voilà, c'est important de pouvoir aussi s'inspirer du haut niveau, voire du très haut niveau dans ces conditions-là. C'est l'image qu'on aime voir et cette ferveur doit rester encore une fois sur le rectangle vert de qualité et dans l'en-dehors exemplaire. Il y a quelque chose de Que le meilleur prévu, gagne. coach, au club pour cette demi-finale? Oui, 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 on a un événement assumé par le Soc Even qui gère l'événementiel du club et qui, à juste titre, a mis en place un certain nombre d'événements dans ce sens. Donc le France-Maroc sera diffusé également au Clubhouse avec une participation des joueurs de la N3, bien sûr, mais aussi un accès au public pour pouvoir justement vivre ensemble toutes ces émotions. C'était Abdes Tahir, le coach de Châtellerault, qui réalise une série et qui est pour l'instant cinquième du championnat. Et on remercie Abdes d'avoir été avec nous dans la FNA TV. Merci beaucoup, coach. Merci à vous, bonne journée, merci. Et bonne fin de saison à tout ce club de Châtellerault. Merci, coach. Merci, au revoir, merci. C'était Abdes Tahir, l'entraîneur de Châtellerault, qui réalise une très belle saison. Toujours en National 3, l'US Lèche Cap Ferré recevait l'entente sportive guérétoise. Samedi, c'était un match qui était à 18 h et un match qui était suivi pour LFNA TV par la caméra de Florian Sabatier. Oui, c'est déjà, enfin, comme tous les matchs, tous les matchs sont importants, surtout à domicile. Après, le classement actuel ne reflète pas vraiment la valeur de l'équipe. Il faut savoir, on est à la 8e journée, je crois qu'on s'est déplacé 6 fois. Donc on a 4 nuls de défaite à l'extérieur, donc c'est vrai que on pourrait rétablir l'équilibre puisqu'on reçoit 4 fois de rang là, sur la fin des matchs allés et le début des matchs retour. Début de cette rencontre de National 3 entre Lèche Cap Ferré et l'ES Guérétoise. Dès les premiers instants de la partie, ce sont les locaux qui se mettent en évidence sur coup franc, mais le portier adverse lit bien la trajectoire. Dans la continuité, les Légeois Ferré-Capiens insistent et auraient pu obtenir un pénalty, mais l'arbitre ne bronche pas. L'ES Guérétoise laisse passer l'orage et se montre dangereux sur un jeu de transition rapide. Néanmoins, Lorim Diafouka parvient à sortir une belle parade.
Les visiteurs insistent mais ne parviennent pas à trouver le cadre des cages adverses. On se rapproche de la demi-heure de jeu et sur un ballon dans la profondeur, Théo Marquez fixe avant de décaler Alec Bendali qui conclut l'offrande pour l'ouverture de la marque. Mais Lèche Cap-Ferré ne veut pas se faire piéger par le promuet sur un raid solitaire de Raphaël Garrido pour égaliser pour les siens. Dans la continuité et sur une belle phase de jeu emmenée par le capitaine Thomas Penalva, un petit cafouillage secret dans la surface, mais l'ES Guérétoise parvient à s'en sortir. Dans les ultimes secondes de la première période, Théo Marquez va s'essayer à une frappe, mais le portier adverse réalise une belle claquette pour repousser le danger. Fin du premier acte sur un score nul de 1 but partout. Au retour des vestiaires, les débats vont s'équilibrer et l'intensité sera moins forte. Bien lancé dans la profondeur, Théo Marquez va tenter une frappe, mais le retour de Jules Laurent permet à Lorim Diafouka de capter le cuir. Nous sommes dans les 10 dernières minutes de la partie et sur une action rondement menée, Yoro Blonde parvient à mettre le ballon au fond des filets pour le 2-1. Presque tous les bons coups en fin de match, Yoro Blonde parvient à fixer avant de remettre le ballon à Raphaël Garrido qui cette fois ne parvient pas à trouver le 4 pour la balle de match. Fin de cette rencontre et c'est Lèche Cap-Ferré qui remporte cette rencontre sur le score de 2-1. Sur la durée de la deuxième, je trouve qu'elle est méritée la victoire. Autant en première, j'aurais dit le nul était mérité. Autant en deuxième, avec les occasions qu'on a, on doit même sortir à 3 voire 4-1 sans problème. Donc ça c'est le bon point de se créer des occasions. Après il faut les mettre, ça c'est encore un autre sujet. Mais c'était un match d'équipe qui ne voulait pas perdre des points. Et nous on était à domicile, eux c'était leur dernier match. Nous c'était notre avant-dernier match puisqu'on joue le week-end prochain pour rattraper le match de retard contre Porte Entre-deux-Mers. Donc voilà, c'était un match, je ne dis pas que c'était agréable à voir, mais c'était un match de bas de tableau on va dire, avec une situation. Et il n'y a pas de public, donc c'était un match vraiment un peu bizarre. Coupe du monde amateur. Les conséquences de cette 11e journée au classement du championnat de France de National 3, l'US Chauvigny toujours en tête, 23 points pour Chauvigny devant le FC Libourne, un seul petit point de retard pour le Dauphin. Les Genêts d'Anglet qui sont sur le podium à la 3e place avec 19 points. 4e, on retrouve la réserve des Girondins de Bordeaux avec 18 points. Châtellerault est 5e avec 17 points. La réserve de Bordeaux et Châtellerault qui comptent un match en retard. Le Stade Poitvin est 6e avec 17 points. 7e, le CA Neuville 15 points. 8e, la réserve des Chamois-Niortais 13 points. 9e, la réserve de Pau avec 12 points. 12 points tout comme Porte Entre-deux-Mers qui est 10e. 10 points pour l'Aviron Bayonnais qui est 11e. L'US Lèche Cap-Ferré est 12e avec 10 points. L'US Guérétoise 13e. Et puis toujours lanterne rouge de ce classement avec 5 petits points. C'est le Stade Montois. Il y a des matchs en retard qui vont se rattraper prochainement avec 3 matchs concernant le National 3. Châtellerault, le samedi 17 décembre à 18h, va recevoir la réserve du Pau FC. Il y aura une belle opération à faire au classement pour les hommes de Châtellerault. L'US Lèche Cap-Ferré jouera à 19h samedi 17 décembre face à Porte Entre-deux-Mers. Et puis samedi 7 janvier, un autre match à jouer pour l'US Lèche Cap-Ferré. Ce sera cette fois face à la réserve des Girondins de Bordeaux. Je vous donne également le calendrier de la 12e journée, une journée qui aura lieu l'année prochaine en 2023. Ce sera le week-end du 14 janvier avec l'ES Guérétoise face à Porte Entre-deux-Mers, vous le voyez. Le Stade Poitvin va jouer l'US Chauvigny. CA Neuville le samedi 14 janvier à 18h30 face à l'US Lèche Cap-Ferré. Il y aura 2 matchs à 19h samedi 14 janvier avec Genêts d'Anglet Châtellerault et Stade Montois FC Libourne. Et puis 2 matchs le dimanche 15 janvier. Il s'agira évidemment des réserves des clubs professionnels. Les Girondins de Bordeaux face au Pau FC. La réserve des Chamois-Niortais jouera, elle, face au FC Aviron Bayonnais.
On passe maintenant à la régionale 1 avec un match entre la réserve d'Angoulême-Charente et le FCE Mérignac-Arlac, une rencontre qui était suivie par notre reporter Touami Nassiri. C'est pour le compte de la 11e journée de Régionale 1 que la réserve de l'ACFC recevait Mérignac-Arlac. Eh bien, c'est avec plaisir de vous recevoir. Après ce long moment de ce grand week-end de sport avec la qualification de l'équipe de France qu'il faut souligner. Et en face, notre ami marocain. Voilà, donc la CFC a son match de R1 après une victoire de l'équipe première de National 2. Donc là, c'est une équipe relativement jeune qui a besoin de points, qui, j'espère, va nous faire un match convenable. En face, on a une équipe de Mérignac qui est bien positionnée, avec 2 matchs de retard, et qui joue certainement les premiers rôles. Donc on va essayer de faire ce qu'il faut pour marquer les points, parce qu'on a besoin aussi, parce que la saison va être longue. Donc le club de la CFC espère un bon déroulement de cette rencontre. Merci. Hey, 90 minutes là. 90 minutes avant les vacances là, d'accord? Vous avez 90 minutes à aller chercher là. Mais il faut vraiment qu'on soit organisé. D'accord? Organisé, ensemble. On a énormément de jeunesse. Alors certes, il y a les défauts, mais il doit y avoir la qualité là-dedans, là. Hein, il faut qu'on aille chercher. Il faut qu'on aille chercher les points. D'accord? On est à domicile en plus. Hey, communication dans tout ce qu'on fait, les garçons, s'il vous plaît. Le coup d'envoi de cette rencontre est donné par les visiteurs Mérignac-Arlac, évoluant en vert et la CFC en bleu. C'est la 8e minute de jeu et c'est les visiteurs qui seront dangereux sur cette première occasion. Bien lancé sur le côté, Daniel Jurado centre en première intention, bien repris par Louis Rabat, qui est gêné par le défenseur de la CFC, mais ne trouve pas le cadre. C'est sur coup franc à la 17e minute que le défenseur tente d'éloigner le danger, mais sa tête est tout près de tromper son gardien et touche la transversale, et Kevin Georges n'arrive pas à marquer sur un arrêt réflexe du portier adverse. La CFC continue à pousser et Kevin Georges tente la reprise, mais qui n'est pas cadrée. À la 20e minute, les hommes de Yassine Azaf sont tout près d'ouvrir le score sur ce corner, mais Arthur Guesnay repousse le ballon en dehors des buts. À la 41e minute, sur une intrusion dans les 18 mètres de Noah Marchessault qui se fait retenir par la main, l'arbitre siffle sans hésitation le penalty. Il décide de se faire justice soi-même et trompe le portier de Mérignac-Arlac et permet aux siens de mener 1-0 dans cette fin de première période, sifflé par l'arbitre de la rencontre, et les deux équipes rentrent au vestiaire avec 1 but d'avance pour la CFC. Le coup d'envoi est donné par les Bleus de la CFC pour cette seconde période. Et c'est les visiteurs qui sont tout près de marquer sur cette frappe de Louis Labat qui trouve la barre transversale du portier angoumoisin. Les visiteurs continuent à pousser à la 71 minutes. C'est sur corner que le gardien repousse le ballon dans l'axe, dans les pieds de Serif Obald qui frappe à bout portant dans les buts vides et permet à Mérignac-Arlac de revenir au score 1-1. La CFC répond aussitôt sur ce centre, frappe de Landre Desnépous, mais passe pas loin des buts du portier adverse. Les visiteurs réagissent, mais la frappe n'est pas cadrée. À la 92e minute, parti de son camp, Mohamed Okba traverse le terrain et sert parfaitement Antonin Lasnier dans les 18 mètres, mais sa frappe est bien stoppée par le gardien adverse. On est dans les arrêts de jeu, c'est la dernière action du match au profit des visiteurs sur un coup franc bien joué à 2, bien repris de la tête par Marc Rafa qui passe au-dessus du cadre. L'arbitre siffle la fin de cette rencontre sur un match équilibré et permettant aux visiteurs de revenir avec un match nul 1-1. On a 2-3 coups qu'on a mal gérés, je pense. On n'a pas été assez.
on n'a pas été assez fixé, on a décalé tout de suite alors qu'il y avait encore meilleure position à avoir. Maintenant, après, voilà. Et ce qui est rageant, c'est surtout ce but. On n'a pas le droit de le prendre. Voilà. On n'est pas en place sur un coup de pied arrêté. On a personne. Il nous manque du monde à la ramasse. C'était déjà le constat. C'était déjà le constat à la mi-temps sur les premiers coups de pied arrêtés. Donc voilà, là c'est pas normal. Là, on a une grosse faute. Il y a une grosse faute chez nous. Mais c'est comme ça. Écoutez, vu la physionomie du match, on prend le match nul, on est mené au score. On a fait mi-temps sur 2, donc le score est pour moi logique. On a de la qualité, mais par rapport à la physionomie du match, quand il y a en général le foot, quand il y a match nul, on peut le gagner comme le perdre. C'est notre premier match nul de la saison, donc c'est important, ça veut dire qu'on avance, puisque jusqu'à présent, soit on gagne, soit on perd. Et c'est vrai que quand on ne peut pas gagner les matchs, il faut savoir ne pas les perdre. Et c'est chose faite aujourd'hui. Direction maintenant la Charente pour le reportage de la semaine d'LFNA TV, plus précisément direction Mornac, c'est au nord-est d'Angoulême, l'étoile sportive de Mornac qui était au four et au moulin samedi avec la diffusion du quart de finale de l'équipe de France à la Coupe du Monde, un match face à l'Angleterre évidemment. Il y avait au passage un moment d'émotion, la remise des maillots de la Coupe de France, tout cela est compilé dans ce reportage à Mornac signé Touami Nassiri. La LFNA TV se rendait en terre charentaise, plus particulièrement à l'étoile sportive de Mornac pour vivre une soirée 100% foot auprès d'un club familial et uni par la passion du ballon rond. Bonjour, merci de votre présence pour vous faire découvrir notre club, le club de l'ES Mornac. Ce club, c'est un club familial avec de nombreux bénévoles, avec de nombreux dirigeants, avec 3 équipes seniors. Qui sont en D3, D2 et bien sûr D5. Et puis des équipes de jeunes dans presque toutes les catégories. Et en tout, ça nous fait à peu près 187, 190 licenciés, donc qui se partagent entre les 2 catégories. Pour les ambitions de notre club, elles sont très simples. C'est d'abord avoir un club convivial. Ça, c'est la priorité des priorités. Le reste, on avait des ambitions, bien sûr, en Coupe de Charente, mais cette année, c'est foutu. Et donc, on va passer ce soir une soirée à remettre les maillots, parce qu'on a fait une très belle épopée en Coupe de France. Donc, on va remettre les maillots aux joueurs qui participaient à cette belle épopée. Et puis, on va passer la soirée à festoyer autour, j'espère, de la victoire de l'équipe de France pour revenir à jouer contre nos amis marocains bientôt en demi-finale. Ça serait super. Alors, je suis un peu serein de l'équipe de France, mais je suis un peu serein aussi de l'équipe de l'Angleterre, car l'Angleterre est une grosse équipe aussi. Je m'attends à ce qu'on gagne, mais à ce qu'on perde aussi. Peut-être un match nul, je sais pas. Et est-ce que toi, tu as un joueur que tu penses qui va faire la différence aujourd'hui? Oui, Kylian Mbappé et Olivier Giroud, avec Hugo Lloris, pour qu'il arrête un maximum de buts et qu'il fasse la différence aussi. Moi, je suis assez confiant pour l'équipe de France. J'aimerais bien qu'on gagne, sauf que l'Angleterre a des gros atouts. On connaît notamment Harry Kane, Sterling, leur goal et quelques-uns de leurs joueurs très, très forts. Mais la France, nous aussi, nous avons de bons joueurs. On a des bons goals, on a Kylian Mbappé, on a de très bons atouts aussi. Donc, ce soir, on remet les maillots de la Coupe. D'abord, je voudrais d'abord vous dire qu'avec Will et avec tous les dirigeants du club, on est très satisfaits du parcours que l'on a fait en Coupe de France. Je pense que les joueurs aussi ont pris aussi du plaisir à jouer cette Coupe de France, parce que 4 tours, c'était bien. Et en plus, on est sorti au dernier tour, mais vraiment en jouant un super match. Et donc ça, c'est super. C'est moins bien le parcours en Coupe de Charente. Je suis personnellement déçu, mais on remettra ça l'année prochaine. Pour aller le plus loin possible en Coupe de Charente. Alors, je sais qu'il n'y a pas de maillot, mais on peut en faire quand même. Donc voilà, donc là on fait un petit repas. Donc vous pouvez voir derrière moi mes petits collègues en train de préparer
le petit repas pour ce soir. Donc voilà, l'ambiance est sympa et tout le monde s'apprécie. Donc voilà, le club vit bien et puis ce soir c'est avant tout récompenser les joueurs pour notre petit parcours et être ensemble parce qu'on adore être ensemble et voilà, c'est des soirées comme ça sont faites pour encore plus se saouler et voilà, continuer à avancer tout doucement. Quelle ambiance du côté de Mornac pour ce quart de finale accroché entre la France et l'Angleterre. Et vous le savez, l'aventure continue pour les Bleus du Bayonnais Didier Deschamps puisque la France jouera mercredi soir sa demi-finale du côté du Qatar, demi-finale face au Maroc. Le Maroc qui a créé l'exploit puisque le Maroc devient le premier pays africain dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. Et au sein du 11 titulaire de l'équipe de France, il y a 2 joueurs qui sont formés sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Jules Koundé, le défenseur, Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain, buteur d'ailleurs pour l'ouverture du score face à l'Angleterre. Florian Sabatier a rencontré l'ancien Girondin François Grenet qui analyse pour nous les forces de ces 2 joueurs qui vivent au Qatar un rêve bleu. Ce week-end, l'équipe de France a su se hisser dans le dernier carré de la Coupe du Monde en parvenant à s'imposer contre l'Angleterre 2-1. Parmi le 11 titulaire, 2 anciens joueurs des Girondins de Bordeaux y figuraient en la personne de Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni. Ce dernier a réussi une prestation de haut vol avec notamment l'ouverture du score dès la 18e minute de jeu, rappelant un certain Paul Pogba. Quelques semaines auparavant, nous avions interrogé François Grenet au sujet de ces 2 anciens bordelais qui ont commencé leur carrière respectivement à Landiras et à Artigues. Ben non, parce que de toute façon, vous savez, souvent les gens un petit peu ingrats par rapport à ça ou qui n'ont pas cette notion-là, ils ne sont pas au niveau souvent. Quand on côtoie le haut niveau, forcément, pour s'y imposer, pour durer, il ne faut jamais oublier d'où on vient. Et l'exemple que vous venez de donner d'Aurélien Tchouaméni, je sais que Jules Koundé aussi revient régulièrement, passe dans ses anciens clubs. Voilà, c'est parce qu'ils ont complètement conscience de ce que cela a apporté et d'où ils sont partis. J'allais dire presque où ils sont nés. Voilà. Et ils ressentent déjà en étant actifs, en étant joueurs, en carrière, ils ressentent déjà ce besoin-là de rendre, de donner. Je trouve ça admirable et que ça serve d'exemple à toutes nos jeunes générations, nos jeunes licenciés en devenir, qui ont toujours bien sûr des exemples dont peuvent faire partie Aurélien, Jules, je parle bien sûr des gamins du coin. Mais voilà, et c'est bien que ces modèles-là transmettent ce message-là. Voilà, pour y arriver, c'est pas facile. Et si tant est qu'on y arrive, voilà, si on oublie à un moment donné d'où on vient, il y a peu de chances qu'on arrive à durer. LFNA TV numéro 68, c'est désormais terminé. Comme d'habitude, si vous avez manqué une partie de l'émission, elle est disponible immédiatement en replay sur les pages YouTube et Facebook de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Elle est également disponible sur le site na.media. On se retrouve lundi prochain, même jour, même heure pour le numéro 69. Ce sera la dernière de l'année 2022 en ce qui concerne les résultats, les classements et les invités. Je remercie Paul Maison-Regnault à la réalisation de cette émission, Touamine Assiri et Florian Sabatier, mes 2 soldats qui m'ont aidé à préparer ce numéro 68 à l'édition. Je vous souhaite une très bonne soirée. Évidemment, allez les Bleus, on y croit pour une nouvelle place en finale de la Coupe du Monde. Et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, le football, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu.